Il faut que ça se sache. C'est ce que je me suis dit instinctivement le jour où j'ai su que je voulais devenir journaliste. J'avais 9 ans. Autant vous dire que je ne savais pas vraiment qu'est-ce qui devait se savoir, ni dans quel but. Et pourtant, cette phrase, et ses variantes, je l'ai répétée à maintes reprises depuis. Nous devons prendre conscience. Ça a déjà dû vous arriver à vous aussi. Vous découvrez quelque chose dans les médias, ou à l'occasion d'une conférence, vous écoutez un documentaire ou lisez le portrait d'une personne inspirante, et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que cette information mérite d'être partagée. Il faut que ça se sache. Progressivement, j'ai aussi compris pourquoi il me semblait si nécessaire de partager un fait, un témoignage, une histoire. J'ai réalisé que je ne peux tout simplement pas lutter contre un problème dont je ne connais pas l'existence. J'ai compris que l'information est transformatrice. J'ai pris conscience du pouvoir éducatif et émancipateur des récits. Ceux qui nous inspirent, autant que ceux qui nous invitent à repenser nos façons de voir et de faire les choses. Et c'est ce que je vis depuis 2014 en tant que co-rédactrice en chef de Let's Spread the Word. Particulièrement depuis 2016, année où nous avons lancé le premier numéro de notre magazine annuel à destination des femmes de la diversité sexuelle. Une publication imprimée entièrement bilingue, témoin de son temps, à la croisée du média d'information et de l'œuvre d'art. Notre intention était somme toute assez simple, pour ne pas dire si évidemment indispensable. Nous voulions faire entendre nos voix, faire rayonner les talents, les initiatives, les expériences des communautés lesbiennes. Visibilité, représentativité, collégialité. Nos histoires étaient absentes des discours publics, médiatiques, sociaux et même communautaires. Pas assez femmes pour se voir raconter dans la presse féminine, moins visibles que les hommes gays au sein de la communauté LGBTQ+. Ça a commencé comme ça. En tant que minorité dans la minorité, alors pour être politiquement correct, on dirait la diversité au sein de la diversité, nous voulions prendre place à part entière dans les conversations. Le problème, c'est que les communautés lesbiennes sont loin en fait de former un ensemble monolithique et homogène. D'où l'usage du pluriel. Les communautés. À l'image de la diversité des identités des membres qui les composent. Prenez-moi par exemple. À l'évidence, j'appartiens à la majorité privilégiée des femmes blanches éduquées. Je suis aussi franco-canadienne, dans la trentaine, lesbienne, européenne convaincue, fille d'une pied-noire d'Algérie et d'un Français de métropole, sœur aînée d'une personne en situation de handicap. J'ai été élevée en créole, à La Réunion, une des îles les plus métissées au monde, où on danse le zouk, le sega, le maloya. J'y ai été exposée à plusieurs traditions de religion mono et polythéistes. Et encore aujourd'hui, la cuisine réunionnaise est celle qui affole le plus mes papilles et que je sers régulièrement à mes invités. J'ai fréquenté l'université des deux côtés de l'Atlantique et mon cercle d'amis cumule plus de 10 nationalités. Je suis donc autant le produit de mon héritage culturel et familial que des rencontres et des événements qui ponctuent ma vie. Selon la situation et le contexte, je fais tantôt partie de la majorité, tantôt de la minorité. Je me suis construite dans l'altérité, parfois conformément, parfois en réaction aux normes établies. J'ai déjà caché des parties de moi pour tenter de m'intégrer un petit peu mieux. J'ai aussi revendiqué des idées, des valeurs qui me sont chères. J'ai lu, écouté, persisté et changé d'avis. Bref, mon apparence et ma vie quotidienne ne reflètent que partiellement mon sentiment d'appartenance et la multitude d'influences auxquelles je m'identifie. C'est pour ça que
aussi éloignée soit-elle de ma réalité, chacune des histoires qui ont été racontées dans le magazine LSTW depuis 3 ans est venue résonner en moi d'une façon ou d'une autre. Nombreux sont les témoignages qui sont venus toucher ne serait-ce qu'une petite partie de moi-même, qui m'ont aidé à apaiser mon sentiment de solitude et ont éveillé une réflexion. Au sein de l'équipe LSTW, comme de nombreuses militantes avant nous, notre ambition est d'améliorer notre condition. Alors notre premier réflexe, ça a été de mettre de l'avant nos points communs. Valoriser ce qui nous rassemble, ce qui fait consensus, et faire front contre ce que nous identifions comme une menace immédiate. L'homophobie, le patriarcat, l'hétérocentrisme, pour ne citer que celle-là. Et pourtant, c'est dans nos différences qu'on a trouvé le plus de richesse et où on a trouvé les plus grands enseignements. Parce qu'il existe plusieurs minorités dans la diversité, une infinité de diversité dans la minorité. Et oui, figurez-vous qu'une femme peut aussi être noire et handicapée et musulmane. Qu'une lesbienne peut aussi être trans et autochtone. Qu'une arabe ou une asiatique peut aussi être chrétienne et jeune et... Enfin bref, vous comprenez le concept. Les sociologues parlent ainsi d'intersectionnalité pour désigner le fait qu'un même individu peut subir simultanément plusieurs discriminations de classe, de race, de sexe, de handicap, d'identité et d'orientation sexuelle, mais aussi linguistique, religieuse, générationnelle, par exemple. Et aucune inégalité n'est plus supportable qu'une autre. Chaque expérience d'exclusion et d'injustice est impactante. Alors imaginez quand on les cumule. Du fait des diverses composantes de nos identités, on existe sans arrêt d'un côté ou de l'autre d'un rapport de domination. On subit un entrecroisement d'oppression, un empilement de discrimination. Finalement, autant que nos identités, la menace est multiple et plurielle. Finalement, une fois qu'on a compris ça, on peut repenser entièrement notre manière de vivre ensemble, mais aussi de militer, de prendre action. The personal is political. Le privé est politique. Ce slogan utilisé dans le cadre des mouvements de libération des femmes à partir des années 60 apparaît plus que jamais d'actualité. Pendant la révolution sociale des années 60 et 70, les mouvements gays, féministes et en faveur des droits civiques ont été concomitants sans pour autant vraiment s'associer. Il existait même au sein des différents groupes communautaires une certaine injonction à étouffer ces particularités identitaires. Tout ça pour le bien de la cause. Et à celles qui réclamaient une meilleure prise en compte de situations distinctives, on répondait qu'il valait mieux ne pas mélanger les choses, ne pas se détourner de l'objectif principal. C'est comme ça que les femmes de couleur ont continué à subir du racisme d'un côté et du sexisme de l'autre. Que les femmes homosexuelles ont été écartées des revendications féministes et que la lutte contre les stérilisations forcées des femmes noires, autochtones, puertoricaines aux États-Unis aurait été accusée de porter préjudice à la cause du droit à l'avortement. Fondamentalement, l'intention n'a jamais été malveillante. Elle visait à ne pas brouiller les revendications, à concentrer les énergies en faveur d'une possible victoire pour l'intérêt général. Et isoler les combats n'a pas empêché d'indéniables avancées. Sauf que les acquis demeurent fragiles et que de nombreuses divisions perdurent. Encore aujourd'hui, en fait, cette approche-là fait peser sur chacun d'entre nous une certaine pression au choix. Comment est-ce que je dois me présenter ? Qu'est-ce qui prime chez moi ? À quelle culture ou à quelle nationalité est-ce que je m'identifie le plus ? Est-ce que je dois orienter ma lutte pour l'égalité en fonction
de mon appartenance ethnique ou de ma classe sociale? Est-ce que je dois défendre mon genre ou mon orientation sexuelle? Ces questions vous sont peut-être familières. Et pourtant, les différentes facettes de nos identités ne cohabitent pas de manière autonome et hiérarchique. Elles forment un tout. Qu'une seule appartenance soit touchée, et c'est toute la personne qui vibre, écrivait le franco-libanais Amin Maalouf. En choisissant, est-ce que je ne deviens pas complice involontaire d'un système profondément élitiste et arbitraire? Est-ce que je ne suis pas condamnée à reproduire diverses formes de division? Je crois que nous aurions intérêt à mettre beaucoup plus d'énergie au profit de la liberté d'être soi. Tout simplement, s'accepter, soi-même et les autres, tels que nous sommes, dans toute notre multiplicité et notre diversité. De nombreuses expériences sont encore invisibilisées. De nombreuses spécificités sont encore réduites au silence. Parce que nous nous autocensurons, mais surtout parce que la société ne valorise pas toutes les identités de la même manière et de façon égale. Et moi, j'aime à croire qu'en révélant et en réhabilitant nos diversités, nous pouvons changer les choses de manière durable et structurelle. Affirmation, revendication, inclusion. Alors, je n'ai pas la prétention de savoir quelle forme devrait idéalement prendre le militantisme du futur. Mais je pense qu'on pourrait au moins commencer par là. Nous avons la possibilité d'aller les unes vers les autres, d'aller les uns vers les autres, de réaliser à quel point nos réalités sont connectées et interdépendantes dans ce que nous avons en commun, mais aussi dans ce qui nous distingue. Nous devons appréhender les choses de manière plus transversale, saisir chaque occasion, d'en savoir plus sur celles et ceux que nous avons été, que nous sommes et que nous pouvons être. Pour trouver des solutions ensemble, pour trouver des solutions qui n'excluent pas, qui ne généralisent pas et qui sont gagnantes pour tous. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas attendre d'être directement impactés pour nous sentir concernés. Ce n'est qu'à cette condition que nos luttes seront complètes. Mais ce n'est pas facile. Cela implique de prendre conscience de nos propres privilèges, de nous immerger dans des expériences qui nous sont peu familières, de dépasser certaines de nos résistances. Cela suppose de questionner notre propre rôle d'oppresseur, de partager l'espace et de poser des questions qui dérangent. Mais il se dit qu'aller à la découverte de l'autre, c'est aller à la découverte de soi. Et moi, j'aime croire que l'inverse est tout aussi vrai. Et ça aussi, il faudrait que ça se sache. Merci.